Août 1942. La guerre fait rage sur le front Est. Deux généraux se défient dans la plus sanglante bataille de l'histoire. À la tête des troupes allemandes se trouve un brillant stratège, plus à l'aise derrière un bureau que sur un champ de bataille. Son homologue russe, quant à lui, est un baroudeur qui dirige les opérations depuis le champ de bataille. Des kilomètres les séparent, mais dans leur esprit, les deux généraux s'affrontent autour de la même table. Deux professionnels vont analyser leurs choix stratégiques. Une équipe de spécialistes va évaluer leur armement, leurs ressources. Si tu n'as pas le bon matériel, tu peux mourir. Et leur puissance de feu, pour découvrir comment la bataille de Stalingrad a été remportée. Juin 1941. Hitler est sur le point de lancer la plus grande campagne militaire de l'histoire, l'invasion de l'Union soviétique. Le général-lieutenant Friedrich Paulus, 50 ans, est le cerveau qui a conçu toute l'opération, dont le nom de code est Barbarossa. Le général Paulus a passé 7 mois à peaufiner son plan. Les Allemands vont prendre d'assaut le flanc Est et s'emparer des villes clés soviétiques avant de mettre la main sur les champs de pétrole du Caucase. Ces derniers produisent 90% du pétrole soviétique. Leur capture laissera les Soviétiques démunis et permettra aux Allemands d'alimenter leur offensive. Le major général Simon Mayol, qui s'est distingué lors des 2 guerres du Golfe, sait comment le caractère d'un général peut déteindre sur une bataille. Paulus est considéré comme un être méticuleux. Il fume beaucoup, boit énormément de café, mais il est toujours tiré à 4 épingles. Et il adore les tables de planification. Il adore les simulations militaires et tous les problèmes qu'elles posent. Il a servi avec une remarquable efficacité en Pologne et en France. 22 juin 1941. Hitler lance l'opération Barbarossa. « 3 millions de soldats franchissent la frontière soviétique et déclenchent une guerre d'un nouveau genre. Les Allemands l'appellent Blitzkrieg, guerre éclair. Le plan de Paulus est accompli avec une brutale efficacité. Tout d'abord, les Allemands attaquent les points faibles du front russe avec des avions et de l'artillerie lourde. Alors que l'ennemi est encore sous le choc, ils font rapidement avancer leurs blindés pour percer les lignes affaiblies. Ensuite, dans un mouvement de tenaille, ces mêmes blindés encerclent l'ennemi et le prennent au piège. Les panzers allemands et leur incroyable puissance sont le fer de lance de ces attaques éclairs. Certaines divisions de panzer effectuent des avancées allant jusqu'à 80 km par jour. Il n'est donc pas surprenant que les équipages des blindés allemands se soient crus invincibles. Crispin Swain, ancien commandant de blindés, connaît cette sensation. La puissance que l'on ressent dans l'un de ces engins est littéralement palpable. C'est une décharge d'adrénaline. C'est ça l'essence même de la Blitzkrieg, la guerre éclair d'Hitler. Le principe est très simple. On trouve le point faible de l'ennemi et on largue dessus l'aviation, l'artillerie, l'infanterie et les blindés. C'est comme une charge de cavalerie. Seulement les soldats d'Hitler ne chevauchaient pas des chevaux, mais des monstres que rien ne pouvait arrêter.
En seulement 3 semaines, l'implacable Blitzkrieg allemande tue 2 millions de soviétiques, soit 4 fois la population actuelle de la ville de Lyon. Bien qu'ils rencontrent sur leur chemin des poches de résistance farouches, les Allemands avancent de 1000 km en territoire soviétique. À l'été 1942, ils approchent des fameux champs de pétrole du Caucase. Mais Hitler modifie le plan. Il décide de diviser l'attaque en deux. Il déroute la moitié de l'armée et l'envoie s'emparer de la ville de Stalingrad. Stalingrad est un grand centre industriel dont la population s'élève à 600 000 habitants. Mais ce n'est pas uniquement la situation stratégique de cette ville qui la désigne comme cible aux yeux du Führer. C'est son nom. Hitler est déterminé à rayer le nom de Staline de la carte d'Europe. Qui sait comment l'histoire aurait tourné si Stalingrad s'était appelé Belgrade ou n'importe quel autre nom russe. Mais Hitler a fait une fixation sur cette ville. Et Stalingrad a pris de plus en plus d'importance dans son esprit. Hitler décide que le général Paulus doit diriger l'attaque de Stalingrad et il lui remet le commandement de la 6e armée. Le stratège minutieux est arraché à son bureau et jeté dans le chaos des champs de bataille. Paulus est parfaitement à sa place à l'état-major. Mais quand il prend la tête de la 6e armée, il n'a jamais commandé un régiment. C'est une énorme promotion. En termes d'ancienneté, il est passé par-dessus la tête de nombreux autres généraux beaucoup plus qualifiés que lui. Et il s'est retrouvé à la tête d'une armée de 300 000 hommes, qui allait être le fer de lance de tout l'effort de guerre allemand pendant l'année 1942. L'enjeu est énorme. De l'autre côté de la table de planification, l'homme chargé de stopper l'attaque allemande est l'un des plus violents généraux de Staline. Vassili Ivanovitch Tchouikov, 42 ans. Tchouikov est l'archétype du général soviétique. Il est fils de paysan, il a fait la guerre civile, il s'est élevé dans la hiérarchie militaire grâce à ses aptitudes et à sa personnalité. Le professeur Philippe Sabine est un spécialiste de la guerre de Tchouikov. C'est un chef agressif qui mène la vie dure à ses hommes, qui attend d'eux qu'ils se sacrifient dans des combats qui semblent perdus d'avance, et au cours desquels ils doivent tenir leur position jusqu'au dernier homme et essayer d'entraîner dans leur perte quelques soldats ennemis. Tchouikov est l'incarnation de la nature même de l'armée rouge. Mais le général Tchouikov sait qu'il faudra plus que de la force de caractère pour gagner cette bataille. Il va devoir se montrer plus malin que l'ennemi. En voyant l'armée allemande dévorer les plaines russes dans leur inexorable avancée vers l'Est, Tchouikov comprend qu'il ne pourra jamais rivaliser avec leur supériorité technique et tactique à découvert. Son champ de manœuvre est extrêmement réduit. Tchouikov n'a que deux possibilités. Il peut tenter de résister jusqu'au dernier homme, ou il peut choisir d'organiser une retraite en abandonnant peu à peu le terrain et en se retirant vers la ville de Stalingrad. Tchouikov sait que s'il arrive à attirer Paulus à l'intérieur de la ville, il peut avoir une chance contre lui. Il ne va pas laisser la bataille de Stalingrad se dérouler comme un duel civilisé en terrain découvert. Il va en faire une sale bagarre de rue, le genre de combat qu'il sait comment gagner. Lorsque Tchouikov commence à retirer son armée à l'intérieur de la ville, Staline doit prendre une décision difficile. Stalingrad est menacé. Faut-il évacuer les usines et la population? Mais il décide de ne pas évacuer la ville. Je pense que la raison est avant tout politique. Stalingrad est considéré comme le pire endroit du monde.
Il faut encourager les troupes à se battre pour la défendre. En laissant les civils dans la ville pour la garder la plus vivante possible, les hommes chargés de la défendre devront se battre pour quelque chose de plus important que des ruines. Staline n'ignore pas qu'il condamne des milliers de civils à une mort certaine. Néanmoins, il les envoie creuser des tranchées pour défendre la ville contre l'inévitable attaque allemande. La situation géographique de la ville restreint les choix du général Paulus. Stalingrad est construite le long du fleuve Volga, une barrière naturelle qui empêche les Allemands de prendre la ville en tenaille et de l'encercler. Alors Paulus décide de bombarder Stalingrad jusqu'à sa reddition. L'offensive principale a débuté le 21 août. Ils ont ensuite utilisé la force aérienne pour anéantir définitivement tous les bâtiments en bois de la ville. Il y a des photos hallucinantes sur lesquelles on ne voit qu'une forêt de cheminées. Comme toutes les maisons étaient en bois, il y a eu un gigantesque incendie. L'histoire dit qu'on pouvait lire un livre à 65 km de la ville à la lueur de l'incendie de Stalingrad. Dès le premier jour, 600 bombardiers réduisent en cendres près de 40 000 civils. Le général Paulus est persuadé que la ville est à sa merci. Il espère qu'il va démoraliser les Russes et qu'ils vont s'effondrer. Mais Hitler ne veut pas simplement faire capituler Stalingrad. Il veut l'occuper. Il donne l'ordre à Paulus de faire rentrer ses panzers dans la ville pour la purger de l'armée rouge. Ce qui inquiète le général Paulus. Aucun général n'aurait voulu entrer dans Stalingrad. Une armée de blindés n'est pas ce qu'il y a de mieux pour les combats de rue. C'est loin d'être l'endroit idéal pour l'armée allemande. C'est exactement ce que redoute n'importe quel commandant, surtout de l'armée allemande formée à la guerre éclair, aux manœuvres et à la mobilité. Et pourtant, il est indéniable qu'ils sont confiants. Et Paulus ne doute pas de l'ordre qu'on lui a donné. Paulus pense que le haut commandement sait mieux que lui ce qu'il faut faire. Il ne peut absolument pas envisager de désobéir à un ordre. Le général Paulus exécute l'ordre qu'on lui a donné et fait entrer ses panzers dans Stalingrad. Mais son impitoyable bombardement de la ville va se retourner contre lui. Bien que ça ait provoqué un désordre, un carnage et une destruction considérable, ça n'a pas intimidé les civils. Et de plus, ça a engendré des tonnes de gravats qui bloquent les rues beaucoup plus efficacement que les barricades édifiées par les civils soviétiques. Les tanks ont besoin d'espace pour manœuvrer correctement. Ce que Crispin Swain, ancien commandant de blindés, sait par expérience. Les tanks sont beaucoup plus efficaces pour les combats en dehors des villes, où ils peuvent voir et descendre des cibles situées à grande distance. Dans les villes, la situation est totalement différente. Et c'est ce qui s'est produit avec les divisions de Panzer d'Hitler lorsqu'elles sont entrées dans Stalingrad. Ils avaient réduit la ville en ruines, et dès lors, ces ruines se retournaient contre eux. Lorsque les tanks ont dû se déplacer dans la ville, ils se sont retrouvés bloqués dans des petites rues. Les Russes avaient prévu le coup et ils avaient placé des tireurs d'élite armés de fusils anti-chars sur le toit des bâtiments pour attaquer les panzers allemands. C'est ce qui les a rendus extrêmement vulnérables. Le problème, c'est que je ne peux pas lever le canon assez haut pour riposter et tirer sur eux. Et s'ils tirent sur le blindage du toit, qui n'est pas très épais, les balles et des morceaux de métal vont rebondir à l'intérieur, pouvant blesser ou tuer les hommes et immobiliser le tank. Et si ça se produit, je n'ai pas d'autre choix que de sortir de là.
Le général Tchouikov colle littéralement ses troupes aux divisions allemandes, dans une tactique qu'il appelle « étreindre l'ennemi ». Les Allemands ne peuvent pas utiliser leur artillerie et encore moins leur aviation car ils risqueraient de toucher leurs propres soldats. Pour toutes sortes de raisons, une ville favorise la défense, et tout particulièrement les défenses soviétiques contre les Allemands qui sont très expérimentés et sont équipés d'armes ultramodernes. Tchouikov sait qu'il doit pénétrer à l'intérieur du champ de tir de l'artillerie et de l'aviation ennemie, ce qui signifie qu'il doit se trouver le plus près possible de l'infanterie allemande. Alors il utilise cette tactique d'étreindre, de faire corps avec l'ennemi pour être comme une grenade jetée à côté de lui. Les Russes sont sans doute plus enclins au corps à corps et au combat de rue, et Tchouikov compte là-dessus et les encourage. Tchouikov équipe ses hommes pour ce genre de combat rapproché. Grenades, pistolets et bêches aux arêtes tranchantes. Dès qu'un combattant tombe, il est remplacé par une nouvelle recrue. Pour certains, c'est leur premier contact avec le combat. La plupart d'entre eux ne peuvent pas espérer rester en vie plus de 24 heures. Il faut voir les choses en face. Pour les Russes, ils ne représentaient que de la chair à canon. Le niveau d'entraînement des soldats n'avait que peu d'importance du moment qu'ils étaient vivants et capables de porter un fusil avec ce qu'il fallait de munitions, quelques mines et plusieurs grenades. Certains d'entre eux préfèrent prendre la fuite plutôt que d'attendre de recevoir une balle allemande. Mais la réponse à la désertion est impitoyable. Un commandant punit des soldats innocents dont les camarades ont déserté en tuant un homme sur 10 jusqu'à ce que son arme n'ait plus de munitions. Malgré le régime inflexible auquel Tchouikov soumet ses hommes, son courage inébranlable inspire le respect. Il est toujours partant pour aller au front, pour prendre des risques. Il est poursuivi par l'aviation allemande, il essuie les bombardements de l'artillerie allemande. Ce n'est pas un général planqué. Il est en première ligne avec ses hommes, il partage les mêmes dangers qu'eux et leur inculque son courage. Participant en première ligne à cette sale guerre, le général Tchouikov est à même de donner à ses hommes des conseils pratiques. Conseils qui sont encore valables de nos jours. Lancez d'abord une grenade, tirez autour de vous, avancez encore un peu, lancez une autre grenade, tirez, avancez de nouveau. Une autre pièce, une autre rafale et continuez à avancer. Les conseils de Tchouikov sont un véritable manuel sur la façon dont les forces spéciales prennent d'assaut un bâtiment. On a dégagé une pièce. Pour ça, on a jailli par la porte à toute vitesse, pris l'ennemi par surprise et pris le contrôle de la pièce. On a une visibilité à 360 degrés. Il faut faire exactement la même chose dans chaque pièce. Il faut systématiquement faire ça dans toutes les pièces et dégager toute la maison. Comme ça, on s'assure que toutes les pièces ont été dégagées quand on arrive à la dernière. Ce genre de combat rapproché n'est pas de ceux que les soldats allemands de la Seconde Guerre mondiale apprécient. C'est un combat très sale physiquement. Les Allemands trouvent les méthodes des Russes barbares. Honnêtement, vu leur attitude vis-à-vis des Russes, il n'y avait pas de quoi être surpris. Les Soviétiques avaient complètement anéanti la supériorité allemande en les obligeant à ces combats de proximité, où l'ennemi se trouve dans la pièce voisine et où on peut l'entendre respirer et parler, où il fallait se battre pour chaque pièce, chaque cage d'escalier. C'est une bataille de grenades à main et de mines. C'est le plus abominable genre de combat au corps à corps. Peu importe la violence avec laquelle les Allemands frappent leur ennemi, les Russes réapparaissent sans cesse avec de nouveaux hommes et de nouvelles armes.
Les renforts sont amenés par bateau depuis l'autre rive de la Volga, territoire qui est encore sous le contrôle soviétique. Tchouikov sait que sa survie dépend de cette filière de ravitaillement. Il défend en priorité les débarcadères contre l'infanterie et les blindés allemands. Il place une garnison dans la gare de chemin de fer qu'il transforme en forteresse. Il fait de même à d'autres points clés de défense. Les Soviétiques savent très bien identifier les bâtiments défendables. Ils créent des places fortes à plusieurs niveaux que les Allemands ont beaucoup de mal à attaquer. Ils font des trous dans les murs des caves par lesquels ils font pointer les canons de leurs armes anti-chars. Des équipes de mitrailleuses se dissimulent dans les ruines et couvrent les rues avoisinantes. Dans les étages supérieurs, ils placent des tireurs d'élite et des guetteurs qui organisent les attaques d'artillerie contre les Allemands. Ils installent même un mortier dans le grenier. Ces places fortes donnent lieu à de farouches combats. Allemands et Soviétiques s'affrontent pour en avoir le contrôle dans de sanglants combats d'une pièce à l'autre. Certains bâtiments changent de main une quinzaine de fois. Les Allemands ont envahi une grande partie du pays en quelques semaines. Maintenant, la capture d'un seul bâtiment peut leur prendre des jours. Tchouikov veut casser la guerre éclair. Les Allemands pensent en termes de kilomètres d'avance par jour. C'est ce dont ils ont l'habitude. C'est ce qu'ils ont accompli pendant tout l'été. Tous les objectifs étaient contournés et pratiquement pris par défaut. Tchouikov veut les obliger à devoir se battre pour chaque rue, pour chaque bâtiment. C'est pourquoi il disperse ses hommes dans ces différents bâtiments et les déploie en profondeur pour que les Allemands ne puissent pas contourner la première ligne et se retrouver maîtres de la ville. Chaque chose est défendue. Ils sont pris dans un réseau de défense. La tactique de Tchouikov a démoli la machine de guerre nazie et l'a pratiquement immobilisée. 5 semaines d'efforts maximum ne leur ont permis de prendre que la moitié de la ville. La bataille de Stalingrad n'assène pas à l'Union soviétique le coup fatal sur lequel Hitler comptait. En automne, Hitler, impatient, brûle les étapes et annonce que la ville peut être considérée comme capturée. Mais le général Paulus sait que le triomphalisme du Führer est prématuré. Hitler a totalement sous-estimé la capacité industrielle, la volonté politique et les réserves des Russes. Paulus a dû devenir de plus en plus nerveux lorsque septembre est arrivé, puis octobre. Il savait qu'un nouvel hiver allait arriver et que plus ça allait, plus la résistance des Russes se durcissait. Et plus la foi dans la victoire qu'avaient les Allemands était modérée par un horrible réalisme quant à ce qui pouvait être accompli et ce qui allait se passer s'ils ne gagnaient pas. C'est un véritable cauchemar pour un homme de guerre. Et le cauchemar se poursuit pour Paulus et ses hommes. L'étau psychologique est sur le point de se resserrer un peu plus. Les prédateurs allemands qui se sont abattus sur Stalingrad deviennent les proies lorsque Tchouikov lâche dans les rues de la ville en ruine des bataillons d'assassins triés sur le volet. Les tireurs d'élite. Les conditions idéales étaient réunies dans Stalingrad pour une guerre de tireurs d'élite.
Tout contribuait à permettre aux tireurs d'élite d'éliminer des soldats dans des moments d'inattention lorsqu'ils levaient la tête pour regarder autour d'eux ou allumer une cigarette ou faisaient Dieu sait quoi. On ne sait jamais où un tireur d'élite peut se trouver. Le plus célèbre d'entre eux est un berger de l'Oural, Vassili Zaïtsev. Après avoir chassé le cerf dans ses montagnes natales, il est venu chasser le soldat allemand dans la ville en ruine. À l'aube, il prend place dans des lieux qu'il a auparavant repérés et attend patiemment qu'une cible apparaisse. Il n'a besoin que de quelques balles. Les Allemands pris dans son viseur s'en sortent rarement vivants. En 10 jours, le tableau de chasse de Zaïtsev compte 40 victimes. Tchouikov ne tarde pas à exploiter son tireur d'élite numéro 1 comme sujet de propagande. Chaque jour, il fait publier dans les journaux militaires le nombre d'ennemis tués, ainsi que des photos de son exceptionnel tireur d'élite. Nous avons aujourd'hui le culte de la célébrité. Nous nous identifions plus facilement avec des individus pour leur gloire qu'avec une population. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les tireurs d'élite ont été élevés au rang de défenseurs héroïques de la ville par les forces soviétiques. Tout le monde pouvait s'imaginer en train de faire ce que faisait Zaïtsev. Il suffisait de prendre n'importe quel fusil, de tuer un Allemand pour se dire « Je suis sur les traces de Zaïtsev ». On pouvait le prendre comme modèle, ce qui donnait un visage humain, ce qui autrement n'aurait été qu'une gigantesque et abominable boucherie. Bob Podesta, ancien membre des forces spéciales et tireur d'élite. Il sait que pour bien faire son travail, un tireur d'élite doit se rendre invisible. Un tireur d'élite doit être capable de se fondre dans le paysage. C'est pourquoi je dois camoufler mon fusil, comme ça il est moins brillant et il ressemble moins à un canon de fusil. Et quand je le pointe à travers un buisson, il y a moins de risques qu'on le remarque. Dans la nature ou dans une ville, la règle de base est la même. Rester caché jusqu'au moment de pouvoir tirer. Je ne vais pas viser la tête, mais le milieu du corps. Je vais tirer dans le corps. Même si la victime ne meurt pas sur le coup, ses cris vont déstabiliser l'ennemi. Et quelques soldats vont quitter le champ de bataille pour venir s'occuper de lui. Les tireurs d'élite soviétiques ont tué plus de 1000 soldats ennemis, mais en ont terrifié un beaucoup plus grand nombre. Les tireurs d'élite s'enfuient par les égouts. Mais les Allemands ont mis au point une méthode particulièrement abominable pour se débarrasser d'eux. Armé uniquement d'une casserole et d'un pulvérisateur, le docteur Sidney Holford, ingénieur en explosifs, nous montre comment fonctionne un lance-flamme. Il ne fait pas de quartier, mais il peut aller là où les autres armes ne vont pas. Le jet de liquide enflammé d'un lance-flamme allemand peut pénétrer dans la moindre fissure et calciner le soldat russe dissimulé derrière le mur. C'est une façon très simple et impitoyable d'atteindre un ennemi qu'on ne peut pas voir. Peu importe qu'il soit dans un bâtiment ou à l'intérieur d'un bunker, s'il y a le moindre trou par lequel le liquide peut passer, vous pouvez faire de sa vie un enfer. Entre les mains des bataillons du génie militaire, le lance-flamme est une arme terriblement efficace contre les tireurs d'élite russes.
Secondé par ses bataillons du génie, le général Paulus se fraye un chemin vers la Volga, acculant les soviétiques contre la rive. Fin octobre, les Allemands contrôlent 90% de la ville. Tchouikov a reçu l'ordre de tenir Stalingrad. Son objectif est de se maintenir dans la place. On peut donc dire qu'il a échoué, étant donné que les Allemands se sont emparés de 90% de la ville et que ça ne lui sert pas à grand-chose de tenir 10% de Stalingrad. Mais c'est en fait extrêmement important, car tout en se maintenant dans ces quelques quartiers en ruine le long de la Volga, il monopolise un grand nombre de soldats allemands, il gagne du temps. Les débarcadères sont des éléments clés dans cette histoire. C'est par là qu'arrivent les renforts et le ravitaillement. Si les Allemands arrivent à s'emparer des débarcadères, alors ils auront véritablement pris la ville parce qu'ils auront encerclé les poches de soldats soviétiques qui seront totalement isolés et seront bientôt à court de munitions et dans l'incapacité de continuer à se battre. S'il y a une seule chose sur laquelle les soviétiques doivent garder le contrôle dans Stalingrad, ce sont les débarcadères. Le général Tchouikov concentre toutes ses forces le long du fleuve pour défendre ses positions vitales. Mais il orchestre ses armes à l'aide de guetteurs placés dans ses dernières places fortes dans la ville. Ils espionnent les Allemands et déclenchent les tirs des redoutables Katyusha. Les Katyusha sont des camions équipés de lance-roquettes. Tchouikov les dissimule à l'abri des berges de la Volga quand il ne les utilise pas. Ils font ensuite marche arrière jusqu'au bord du fleuve et déchargent en rafale leurs 16 lance-roquettes contre les cibles allemandes. Les camions reviennent ensuite se mettre à l'abri sous la berge avant que l'ennemi puisse riposter. Les roquettes ne se contentent pas d'exploser dans les rangs ennemis. Leur sifflement ébranle les nerfs des soldats allemands. Mais en novembre, les deux camps doivent affronter un redoutable ennemi, l'hiver russe. Ceux qui ont déjà vécu un hiver ne se font aucune illusion. Ils savent ce qui les attend. La température va chuter, l'hiver va les cerner. Ce sera un véritable cauchemar pour les équipages des blindés qui vont être obligés d'allumer chaque nuit des feux sous leurs moteurs pour empêcher l'essence de geler. Il sera impossible d'enterrer les morts. L'armée la mieux équipée pour ces conditions rigoureuses aura un avantage très net. Là, Crispin est habillé comme l'étaient les soldats allemands à Stalingrad. Il porte l'uniforme standard que portaient tous les hommes. Il a des bottes. Andrew Robert Shaw, historien militaire, et Crispin Swain, ancien officier de l'armée britannique, vont tester l'efficacité des uniformes de chaque camp. Mais tout d'abord, Andrew fait passer quelques tests basiques à Crispin. Voilà un écrou et un boulon. Un dans chaque main. Assemble-les. C'est facile? Oui. C'est ce que je pensais. Maintenant, tends la main droite. Je vais placer cette règle au-dessus de ta main et la lâcher pour voir le temps que tu mets à l'attraper. Bien, ça fait 25 cm. Ensuite, Crispin va être exposé à un hiver de Stalingrad à l'arrière d'un camion réfrigérant. D'abord dans un uniforme allemand, puis dans un uniforme russe. Il va les porter chacun pendant 30 minutes à moins 20 degrés. Il est filmé par une caméra thermique. Les zones claires sur l'image indiquent les endroits par où la chaleur s'échappe. Je sens le froid parce que cet uniforme est très inconfortable. Il semble plus conçu pour une question de mode que d'utilité.
On voit bien la chaleur de son corps se dégager par son visage et par ses aisselles. Il y a une énorme déperdition de chaleur à cet endroit-là. Maintenant, je le sens. Je le sens dans mes orteils aussi. Ça commence à devenir une expérience assez désagréable. J'ai l'impression d'être dans un sac de couchage. J'ai le sentiment que je pourrais me mettre dans un coin, tenir mon fusil en position et rester assis. Là où il y avait énormément de taches jaunes et blanches indiquant un dégagement de chaleur aux aisselles et ailleurs, il n'y a rien de tel. Quant aux mains, elles ont l'air parfaitement bien. Il n'y a pratiquement pas de chaleur qui s'en dégage. J'ai remarqué que mes pouces et mes index étaient froids. Alors, je les ai glissés à l'intérieur des moufles. Comme ça, je peux bouger les mains dans les moufles, et si je dois tirer, je peux les glisser rapidement dans les doigts et les utiliser. J'ai le bout des doigts complètement engourdi. En me penchant en arrière, le bas du casque a touché mon cou et il était vraiment gelé. C'est de l'acier. J'imagine qu'il devait souvent vouloir que les combats s'arrêtent juste pour avoir chaud. Ou tuer un Russe pour pouvoir lui piquer son uniforme. Au bout de 30 minutes, Crispin sort du camion. Ça va? Assieds-toi. Le froid extrême ralentit les cellules nerveuses qui transmettent les informations au cerveau. Et la moindre tâche manuelle est difficile à exécuter. Je l'ai laissé tomber. Bien, je peux le visser, mais je ne sens pas mes pouces. Mais tu y arrives quand même. Donne-moi ça. Maintenant, tends la main droite et attrape ça. 43 cm, alors que la dernière fois tu étais à 25 cm. C'est nettement moins bon. Tu es beaucoup plus vif maintenant. Prends-en un dans chaque main et vas-y. Aucun problème. Je viens juste de prouver que je n'ai pas froid. Bien, allons-y. 25 cm, c'est très impressionnant. Nous laissons Crispin se réchauffer après sa double dose de Stalingrad. En 1942, les soldats allemands sont assaillis par le froid. Ils portent encore leur uniforme d'été parce que leurs chefs ont eu l'arrogance de penser qu'ils auraient écrasé les Russes avant le début de l'hiver. Maintenant, Staline a besoin que Tchouikov tienne encore un peu plus longtemps. Il veut qu'il distrait les Allemands jusqu'à ce qu'ils puissent rassembler suffisamment de renforts pour lever le siège de Stalingrad. Tchouikov doit jouer le rôle de l'appât. Les Allemands doivent ne penser qu'à Stalingrad. Il doit les laisser croire qu'ils sont sur le point de remporter la victoire. Il faut qu'ils perdent le plus de soldats possible, qu'ils ne voient rien d'autre que les combats qui se déroulent dans la ville. Et c'est ce qu'ils font. Mais en fait, ils sont sur le point d'être attaqués par les côtés et ils ne s'en doutent absolument pas. Les Allemands sont tellement obnubilés par Stalingrad qu'ils laissent leurs flancs exposés. L'armée rouge se rassemble tranquillement de chaque côté de la ville. En novembre, une armée d'1 million d'hommes est fin prête. Le général Paulus a une vague idée de ce qui se prépare. Les avions de la Luftwaffe survolaient les environs de la Volga et voyaient le rassemblement de troupes qui s'apprêtaient à aller soutenir Stalingrad. Tout indiquait que les Russes préparaient quelque chose de très gros. Mais ni Berlin ni le repère du loup ne voulaient rien entendre. À 2000 km de là, Hitler, persuadé que la bataille est sur le point d'être remportée, ignore les avertissements. Le 19 novembre, les renforts de l'armée rouge lancent leur attaque. Mais lorsqu'il apprend la nouvelle, le général Paulus ne sait comment réagir.
Il rédige une évaluation de la situation qu'il envoie à Hitler et attend qu'on lui donne l'ordre de se retirer ou qu'Hitler lui indique comment il va pouvoir tenir dans Stalingrad pendant l'hiver. Tandis que Paulus tergiverse, les Russes se rapprochent de Stalingrad par les côtés. Et en 5 jours, les mâchoires de la tenaille se referment et encerclent 300 000 soldats allemands. Paulus est victime de sa tactique préférée, la tenaille. Pour celui qui lui tient tête depuis si longtemps, ce n'est que justice. Je pense que Tchouikov a vécu ça comme une délivrance. Le plan a été exécuté, le piège s'est refermé. Les Allemands ont été encerclés et coupés de leurs sources de ravitaillement, ce qui n'est jamais arrivé à Tchouikov. Paulus est pris au piège, mais les Russes doivent encore consolider leur position. Le général allemand a encore une marge de manœuvre. Il se dit, bien, je suis là et j'ai plusieurs possibilités. La première qui vient immédiatement à l'esprit, c'est d'en sortir. Les Russes n'ont pas encore établi leur encerclement, c'est évident. Sortons de là. Mais Paulus doit avant tout obtenir l'autorisation d'Hitler. Mon Führer, à moins que je ne concentre la totalité de mes hommes et n'inflige une défaite décisive à l'ennemi, mon armée devra faire face à sa destruction imminente. Je dois retirer toutes les divisions qui sont à l'intérieur même de Stalingrad. Supposant qu'il va obtenir l'autorisation, il attend. Et sur ses flancs, les Russes renforcent leur position. La réponse arrive, non, ne faites pas ça. Nous allons vous ravitailler. Mais la Luftwaffe ne peut réunir que peu d'avions et le ravitaillement est totalement insuffisant. L'armée de Paulus est vouée à mourir lentement de faim, de froid et de maladie. Maintenant que les Russes ont renforcé leur position, il craint que la moindre tentative d'évasion ne fasse de nombreuses victimes parmi ses hommes. Paulus est parfaitement conscient que même s'il réussit à sortir, il condamne des dizaines de milliers de soldats à la mort ou à la captivité. Paulus ne peut pas faire ça sans un ordre d'Hitler. Et Hitler ne lui en donnera pas l'ordre. C'est là que la situation devient très critique. Paulus ne peut plus sortir. Et comme sa puissance de feu diminue, il n'a plus les moyens de sortir. Et ce n'est pas lui qui prend la décision. Vers le 18 décembre, il est trop tard. Vers Noël, les Allemands abattent leurs derniers chevaux pour se nourrir. Les réserves de médicaments et de munitions diminuent. Les hommes souffrent de la fièvre typhoïde, de dysenterie et de gelure. Beaucoup d'entre eux meurent. Paulus envoie à Hitler un message désespéré. Armée affamée et gelée, je n'ai plus de munitions et ne peux plus déplacer mes blindés. Hitler se contente de faire bannir le champagne et le cognac de son quartier général en hommage aux héros de Stalingrad. Il envoie à Paulus un message impitoyable. Hors de question de se rendre. Les troupes doivent combattre jusqu'à la fin. Alors que les tenailles soviétiques se resserrent sur Paulus et que Tchouikov renforce leur prise par l'arrière, le général allemand est en proie à de violents remords. Il est pratiquement impossible de se mettre à la place de Paulus. Vous avez fait ce qu'il faut pour amener la meilleure armée allemande jusqu'à Stalingrad. Vous avez eu 300 000 hommes sous vos ordres et vous voyez tout ça s'effondrer entre vos mains. Vous êtes torturé par les ici. Et si j'avais tenu tête à Hitler? Et si j'avais tenté une sortie? Et si je n'avais pas fait ça? Et si j'avais renforcé mes flancs? Et si j'étais arrivé à Stalingrad par la droite et par la gauche, au lieu de foncer tout droit? Et si j'avais été plus énergique? Vous êtes allongé, ravagé par la dysenterie et par le poids d'une énorme responsabilité. Le général Paulus, malade et brisé, envoie à sa femme son alliance et un court mot d'adieu par l'un des derniers avions qui quitte Stalingrad. Fin janvier,
les Russes ont comprimé les Allemands dans 2 petites poches au milieu de la ville. Tchouikov sait qu'il tient enfin Paulus. Prisonnier dans son quartier général, Paulus, impuissant, regarde son armée se désintégrer autour de lui. Ils se battent de façon magnifique dans les pires des conditions. Il est désormais impossible d'évacuer les blessés. Ils savent parfaitement qu'ils n'ont que 2 issues, la mort ou la captivité. Hitler salue le sacrifice de Paulus en l'élevant à la dignité de feldmaréchal. Mais Paulus sait ce que ce geste signifie. Jamais aucun maréchal allemand ne s'est rendu ou n'a été fait prisonnier. Dans un dernier calcul cynique, Hitler pense qu'en nommant Paulus feldmaréchal, il va l'obliger à se suicider et donner corps à l'histoire du valeureux sacrifice de la 6e armée sur la Volga. Mais Paulus refuse de tenir le rôle du héros dans la farce macabre d'Hitler. Pour la première fois, il défie le Führer et se rend. Hitler a déclaré avec beaucoup de haine « Il aurait dû se tuer. Le sacrifice des valeureux soldats de la 6e armée a été rendu inutile par la lâcheté d'un méprisable général. Je ne nommerai plus aucun feldmaréchal pendant cette guerre. » Le 31 janvier, dépenaillé, décharné et au bord de l'évanouissement, Paulus se rend aux Russes. Pour Tchouikov, la bataille s'est terminée par la reddition des commandants allemands. Ces fiers officiers prussiens en ont été réduits à venir remettre leur vie et celle de leurs hommes entre les mains du fils d'un paysan. Je pense que ça a dû être très plaisant pour lui. Les Allemands et leurs alliés ont perdu plus de 500 000 hommes dans la bataille de Stalingrad. Paulus estime qu'il est responsable de leur mort. Des 23 généraux faits prisonniers à Stalingrad, tous sauf un ont survécu. Mais sur les 91 000 soldats qui ont été emmenés en captivité, seuls 6 000 ont survécu. Et il s'est toujours senti responsable vis-à-vis des familles de ceux qui avaient été tués pendant les combats et de ceux qui avaient péri dans les camps. Tchouikov peut à peine contenir sa fierté alors qu'il passe en revue ses troupes triomphantes. Ces hommes courageux qui en ont tant subi sont en larmes. Chacun d'entre nous, du simple soldat au général, est fier d'être le fils du peuple soviétique, fier d'être invaincu. Un demi-million de soldats soviétiques ainsi que des milliers de civils sont morts. Mais leur sacrifice a changé le cours de la guerre pour les Russes. Désormais, les Allemands ne se battent plus pour la victoire, mais pour survivre. En 1945, le général Tchouikov mène son armée jusqu'à Berlin. C'est lui qui reçoit personnellement la reddition finale de l'armée allemande. Le feldmaréchal Friedrich Paulus passe le reste de la guerre en captivité. Il ne reverra jamais sa femme. Sa femme décède en 1949 et en 1953, il est autorisé à aller vivre en Allemagne de l'Est. Il est atteint d'une affection du système nerveux central. Et on a cette horrible image de lui allant vers sa fin en étant incapable de bouger, tout comme son armée sur la Volga, parfaitement conscient de son rôle et de sa responsabilité dans le sort de la 6e armée.